Merci. Donc, je disais que j'étais très heureuse d'être ici. J'ai travaillé avec Josiane depuis longtemps. Et voilà, c'est un petit retour dans le sud, puisque je viens du nord, qui me fait bien plaisir. Et je remercie les intervenants. Alors, je ne m'appelle pas Martine Derzel. Hein, vous avez noté que je m'appelais Daniel Leboul. Les objectifs de l'intervention, vous venez de les entendre. Hein. Un peu 3 temps hein, sur les motifs du mal-être des soignants qu'on a pu un peu comprendre à partir d'une recherche qu'on a menée dans les années précédentes. Je vais aller assez vite sur ces résultats parce qu'ils sont relativement organisés et que je pourrais de toute façon laisser aussi le PowerPoint, donc vous pourrez y revenir. Je voudrais traiter un petit peu plus longtemps la question de la souffrance, de comment comprendre cette souffrance, avec l'hypothèse peut-être d'une souffrance dont on n'entend pas beaucoup le terme, que j'appellerais souffrance éthique, mais vous verrez tout à l'heure. Et puis insister effectivement sur les ressources en équipe que les soignants peuvent développer lorsqu'ils sont confrontés à ces situations qui sont extrêmement difficiles. On en a entendu tout à l'heure d'ailleurs un exemple. Alors, à l'issue de cette intervention, je voudrais... Mon but, ce serait que vous ayez à peu près intégré peut-être 3 messages ou 4 messages importants que la dimension de l'incertitude dans l'action à 3 niveaux que je vais développer, les dilemmes éthiques qui se posent en permanence hein, dans cette relation pour ces soignants, dans ces pratiques sédatives, par rapport aux pratiques sédatives, la souffrance au travail, que je caractériserai d'une part au regard de la notion de reconnaissance et au regard de cette notion de souffrance éthique, et puis la dimension de l'engagement du collectif dans une créativité, dans la recherche de solutions, en tout cas de réponses éthiques et le plus adaptées possible aux questions qui sont posées, et dans le fait que ces équipes ont aussi une capacité à construire des défenses contre des souffrances qui pourraient devenir peut-être un peu insupportables pour eux et les empêcher ou les mettre à mal dans leur propre travail de soins. Alors, j'ai remarqué qu'on n'avait pas défini la sédation jusqu'alors. On a beaucoup parlé de la sédation, mais on ne l'a pas encore définie. Donc, je vous rappelle simplement cette définition qui était la définition de la SFAP, et où on insiste, cette définition insiste énormément, c'est ce qui est recherché, c'est une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Mais le but n'est pas de diminuer ou de faire disparaître le but plutôt est de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. Et je crois que ça, c'est quand même central de se rappeler que c'est bien le but de la sédation. Et en entendant l'intervention du professeur Périgot, il a toujours insisté sur sédation analgésie. La sédation ne soigne pas la douleur, d'accord ? Ce n'est pas son objectif. Alors, les résultats d'une recherche que je n'ai pas le temps de vous développer, alors je vous prie de me croire sur parole qu'elle a été rigoureuse et menée de façon canonique, c'était la mise en évidence de 3 niveaux d'incertitude, 3 registres d'incertitude dans l'action de soins qui concernaient la rigueur biomédicale, la qualité de la relation de soins et le projet et le sens du projet thérapeutique. Cette incertitude, globalement, elle mettait en question les compétences des professionnels, mais en même temps servait d'aiguillon à la mise en œuvre de ressources et de ressources d'une équipe ou d'un collectif de travail. Donc je vais passer en revue assez vite pour pouvoir avoir le temps de développer ce qui me tient vraiment à cœur sur les résultats et on ira après à la question de oser quelques hypothèses sur la souffrance. Donc, dans le registre de la rigueur biomédicale, il y a une incertitude qui portait sur le diagnostic du symptôme et son traitement. Un véritable doute sur l'identification du symptôme. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les éléments du discours, des paroles des soignants auprès desquels on a mené une enquête en groupe. Donc, j'en ai extrait quelques-uns pour pouvoir illustrer un peu ces dimensions de l'incertitude. Je ne peux pas tous les lire et vous non plus, mais simplement j'en prendrai peut-être un.
quand le médecin dit « je me freine beaucoup dans les prescriptions anticipées, car encore une fois, c'est la difficulté de l'interprétation de la détresse respiratoire. Je préfère que l'on visualise, que l'on interprète la détresse respi au moment où on la voit. Il y a tellement de risques d'interprétation, de fantasmes dans la gestion de tous ces médicaments qu'il faut le baser sur quelque chose de très concret. » Vous voyez cette idée, est-ce que c'est une vraie dyspnée, est-ce que c'est une vraie détresse respiratoire, etc. Il y avait la peur aussi des soignants dans ce registre-là d'être influencés dans leurs décisions ou dans l'interprétation de la situation par leur état émotionnel. Alors voilà ce que disait une aide-soignante. Hein, moi, c'est jusqu'où on peut aller par rapport à ce que l'on voit. Moi, j'ai du mal avec les patients agités, etc., etc. Oui, mais quand même, pour moi, ça me va quand ils sont calmes. Donc, est-ce que ma propre perception et la façon dont je vis les choses n'influencent pas aussi ce que j'aimerais qu'il soit pour le patient? Indécision sur le bénéfice de l'effet sédatif de la sédation. Alors là, des avis contrastés. Hein, à la fois ceux qui pouvaient dire, comme cette infirmière, j'ai l'impression que si on leur met du midazolam, à ce moment-là, ils n'exprimeront pas ce qu'ils ont à exprimer, quelque chose qu'on entend relativement fréquemment. Et la kiné, au contraire, qui disait je pense que quand on souffre à ce point-là, on ne peut plus rien vivre d'autre. Pour moi, ce que j'en ai vu du midazolam, c'était un soulagement à un truc qui était intolérable d'angoisse. Donc bénéfice, pas bénéfice. Toujours dans le registre de la rigueur biomédicale, il y avait une forme de défiance qui s'installe au fur et à mesure du temps et de l'utilisation de cette molécule vis-à-vis de la toute-puissance du midazolam. Et un médecin était arrivé à dire qu'elle s'était sentie, je le trouvais comme quelque chose de tout-puissant pour la sédation. C'était quand même le médicament permettant de donner un soulagement radical là où tous les autres avaient échoué. Puis j'ai vécu coup sur coup plusieurs cas de sédation où le midazolam n'a pas donné l'effet escompté. Et là, je me suis sentie un peu trahie par le midazolam. Donc, vous voyez que dans cet ordre-là, dans le registre de l'interprétation des symptômes finalement et de la capacité de traitement, tout semble concourir à relativiser le caractère réfractaire du symptôme. Et c'est à partir du caractère réfractaire du symptôme que, effectivement, les décisions de sédation peuvent être prises. Hein. En tout cas, de la sédation profonde et continue. Dilemme éthique à ce niveau-là. L'incertitude influence la capacité des soignants à poser l'indication d'une sédation et à décider du moment de l'usage du midazolam. C'est-à-dire qu'il y a un risque soit de surtraiter, soit de sous-traiter le patient. Donc c'est un dilemme pour les soignants face à ce qu'ils considèrent comme un impératif clinique et éthique de soulager la souffrance. Deuxième registre, à propos de la qualité de la relation, il y avait une véritable incertitude sur cette qualité de la relation de soi. Alors on a évoqué rapidement, mais la question du renversement des positions de savoir lorsque c'est le patient qui demande et la façon dont ça peut être vécu par les soignants. Je prendrai le premier exemple, par exemple. J'avais vraiment l'impression d'être une pompe à midazolam. Elle refusait, la patiente, la psychologue, la psychomotricienne, et du coup, j'ai trouvé qu'après, quand on rentre dans ce mécanisme toutes les 4 heures, donnez-moi le produit magique pour dormir, là, je ne trouve pas que c'est agréable. Soit on décide, soit le soignant est en place de décider de la sédation, soit effectivement il est un peu soumis à la demande, il se sent en tout cas un peu soumis à la demande du malade, et ça n'est pas une position très confortable. Donc le soignant peut se sentir dessaisi de la décision. Donc il y avait dans l'expression de ces soignants, sur l'incertitude sur la qualité de la relation, un spectre qui planait, qui était de la soumission, de la manipulation. Se soumettre, et ça c'est un médecin qui le dit, c'est aujourd'hui très actuel, je ne connais plus des sédations temporaires 48 heures, les gens ne veulent pas, ils disent, moi je veux dormir jusqu'à la fin, et c'est là-dessus qu'on négocie.
Mais aussi, on peut penser que dans la façon dont les soignants peuvent l'envisager, le représenter, c'est qu'un un patient qui est sédaté, c'est un corps qui est immobile. Je crois que ça a été dit, et qui n'exprime plus. Et est-ce qu'il n'y aurait pas, de la part des soignants, un peu la crainte de pouvoir manier ce corps un peu à son gré, et qui pourrait là aussi être pour eux une question de souffrance et aussi questionnement éthique. Être instrumentalisé, des familles qui poussent, les familles qui demandent, enfin bon, etc. Donc vous voyez que dans ce cadre-là, le soignant peut se sentir manipulé, mais aussi parfois manipulateur. Alors, grand dilemme sur la question de la perte de la conscience. Ça, c'est, je crois, quelque chose aussi qui est très, très partagé. Dilemme entre soulager et endormir. Donc, la question du raccourcissement de la durée de vie relationnelle ou de la vie relationnelle. La communication est rompue, la négociation avec le patient disparaît, donc évidemment son consentement n'est plus possible, l'empathie a du mal à s'exercer, enfin en tout cas c'est dans un échange que ça prend corps, et la bienfaisance de ce que le soignant fait n'est plus reconnue en tout cas par le malade lui-même. Le soignant vit un échec relationnel. Alors là aussi, si on voulait poser ça en termes de dilemme éthique, on pourrait dire que le patient demande à être soulagé et le soignant a le pouvoir de le soulager. Alors, quelle négociation, hein, c'est toute la question. On l'a vu tout à l'heure aussi. Est-ce qu'on co-construit, on tente de co-construire en tout cas la réponse dans la relation en partageant des savoirs, ou est-ce qu'on établit toujours des rapports de force? En tout cas, ça pointe quelque chose qui est inhérent à la relation médecin-soignant, médecin-malade, c'est la symétrie relationnelle entre le soignant et le soigné. Et ça interroge notre rapport, ou le rapport des soignants à l'autonomie du patient, qui est au cœur du projet thérapeutique et qui est hautement revendiqué, et en particulier en soins palliatifs. Dernier registre je regarde l'heure parce qu'on m'a mis un petit peu la pression, il faut te presser, donc j'y vais. Le dernier registre, c'est le sens du projet thérapeutique. Là aussi, ce sont des questions que obligatoirement, vous avez rencontrées. Donc, je ne vais pas pour les questions, vous les connaissez. Simplement, c'était quels sont les éléments de réponse que l'on a pu avoir à partir de cette recherche qu'on a menée auprès des soignants. L'endormissement est-il synonyme d'apaisement ? Donc, une AS, malgré le midazolam, la patiente continue à gémir, mais dans son sommeil. C'est une interrogation qui est récurrente. Que vit le patient sous sédation? Qu'en est-il de sa vie psychique? Peut-il encore souffrir? Alors, on essaie de construire là aussi des réponses. Il y a des recherches qui se font dans ce sens. Mais ceci étant, je ne pense pas que qui que ce soit pourra avoir la réponse. Dans ce registre-là, ce n'est pas unanime, parce que les soignants de nuit qui ont un rapport à la question du sommeil qui est différent pouvaient penser que la sédation était vraiment la bonne chose à faire lorsque la nuit, un patient a des insomnies, est très agité, enfin, etc. Donc, vous voyez, là aussi, hein, c'est toujours une mise en tension dans des équipes, à partir du rôle que l'on a et de la fonction que l'on a à un moment donné dans le soin. Deuxième grande question à laquelle on n'échappe pas non plus, c'est hâte-t-on la mort du patient? Alors voilà ce que disait ce cadre. Je sais qu'on ne fait pas du midazolam pour les endormir ou les faire partir plus vite. Mais j'ai la même impression que les familles. Vous savez, cette espèce d'inquiétude que c'est nous qui hâtons les choses. La peur, elle est là. La peur qui se traduit par une forme d'équivalence entre sédation et euthanasie, avec soit la sédation accélère la mort, ce qui est absolument, dans les conditions où elle peut être correctement utilisée, la sédation profonde et continue n'accélère pas la mort, ça il y a des résultats là-dessus, mais ceci étant, entre les résultats objectivants et puis ce que l'on vit, il y a toujours un grand décalage, hein, ou bien est-ce que véritablement on ne tue pas le patient?
Alors, dans cette dimension-là, par rapport à cette question, les infirmières qui étaient en charge de réaliser véritablement, de mettre en œuvre la sédation, le vivaient très très mal. Énorme sentiment de responsabilité. Et je trouve que les verbatims là, ils sont très très parlants. Hein. Moi, quand j'agis, quand je fais une action, j'ai du mal à me dire que ce n'est pas mon action qui provoque la situation suivante, en fait. Ou bien encore une autre, mais on a toujours dans l'imaginaire que quand on fait un acte, le décès qui arrive peu de temps après, on peut mettre des points de suspension, on l'a tué. Donc, peur d'être responsable du décès du patient. Au moment de la mise en œuvre, l'anxiété majeure des infirmières a été largement exprimée. Alors, elle était très concrète, hein, cette anxiété, parce qu'elle se traduisait par des façons de faire. Elles avaient peur de faire une erreur de dose. Elles avaient peur de la rapidité d'action du produit. Elles avaient vécu des expériences comme ça, où après l'injection, elles ont l'impression que le patient va décéder immédiatement, parce que c'est très, très rapide parfois. Donc, ces peurs étaient exprimées. Je vous laisse lire, si vous voulez, un de ces verbatims. Et même, j'ai cru au départ, j'ai cru qu'elle était en train de mourir. C'est vraiment très, très rapide. Donc, on avait caractérisé dans un premier temps une forme de hiatus entre la décision et sa mise en œuvre. Et là aussi, je pense que c'est pas de la théorie, c'est-à-dire c'est ce que nous ont dit ces soignants au cours des groupes. On a fait ça sur 8 avec des soignants de 11 unités de soins palliatifs quand même. Hein. C'était pas une petite recherche dans un petit coin. Hein. Voilà ce que disait une et qui éclaire complètement cette espèce de tension. Hein. Mais entre penser les choses et puis les vivre, il y a souvent une grande distance. On est relativement d'accord sur cette prise de décision qui est la sédation, car il y a souffrance existentielle majeure. Mais quand la mise en place du produit a lieu, les modalités ne sont pas toujours évidentes. Qu'est-ce que je suis en train de faire que je ne voudrais pas faire ? Vous voyez le questionnement profond et éthique. Hein. Donc, est-ce que l'acte, au plan éthique, on pourrait dire que l'acte se dissocie de l'intention et que c'est l'anticipation des conséquences du geste qui prédomine pour juger de la moralité de l'acte ? Est-ce que j'agis bien là ? Et je reprendrai, par rapport à la tentative de quelques hypothèses théoriques, ce qui sort de ces expressions, de ce que les infirmières ont vraiment mis en avant. Dernière question dans le registre du sens de l'action de soins, c'est quel est le sens de l'accompagnement du patient en sédation continue profonde maintenue jusqu'au décès ? Alors là, c'est pareil. Ce qu'on a pu percevoir ou essayer de comprendre, c'était que les soignants avaient besoin, pour pouvoir continuer à accompagner le patient dans cette phase-là, d'en faire une équivalence avec l'agonie. L'agonie au sens habituel du terme. Hein, quand le patient rentre dans le coma et qui va mourir dans les quelques heures, un jour ou deux. Et donc, ils ont beaucoup insisté sur l'importance qu'avait pour eux d'être présent auprès du patient. Et l'assistance même révélait que ça n'était pas si facile que ça. Je vais vous en prendre peut-être un dans les 3, vous avez peut-être le temps de les lire à côté. Moi, j'avais vécu une sédation terminale, ce terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Hein. J'étais quand même contente d'être là ce jour, car je m'en étais occupée les jours derniers. On était auprès d'elle, on l'a accompagnée jusqu'au bout. Ça a rassuré l'équipe. Mais elle était sédatée, 3 petits points. On lui a parlé jusqu'au bout, elle est partie calmement. Donc vous sentez que ça c'est pas évident, hein, ça va pas de soi. Hein. Alors, cette présence, cet accompagnement jusqu'au bout, c'est-à-dire faire ce que l'on fait dans les soins palliatifs habituellement, oui, ça donne du sens à tout ce que l'on a fait, oui, c'est important. Être là, pour moi, ça a du sens.
Donc, les soignants établissent une équivalence entre la phase terminale du patient, sédation continue, jusqu'au décès et l'agonie. Il y a toujours cette idée que dans l'agonie, il peut y avoir des moments d'émergence du sujet, d'émergence d'une forme de lucidité, un mouvement spirituel, quelque chose qui va s'exprimer là. Et donc, il y a du sens à être présent. Hein, et l'accompagnement jusqu'à la fin est le sens du travail accompli. Sous sédation profonde et continue, il n'y a quasiment aucun moment où il peut y avoir cette émergence possible. Hein, c'est quelque chose que les patients ne sont plus en capacité de vivre, peut-être. Donc, les soignants construisent du sens dans les pratiques partagées. Hein. Pourquoi ? Après, est-ce que l'on le fait pour soi ou pour le patient ? Ça peut être illusoire. On parle des attentes des uns et des autres. C'est quoi la meilleure ou plutôt la moins mauvaise façon de mourir ? Cette rapide exposé de ces résultats de la recherche donc, montre que la sédation est un vecteur d'incertitude dans la pratique soignante en soins palliatifs. Elle met en visibilité les limites de la compétence des soignants à trouver des médiations pour agir dans une situation qui les confronte brutalement aux questions de la souffrance, de la conscience et de la mort. Ça produit un fort sentiment d'insécurité, une sorte de dimension de flou. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Est-ce que c'est juste, est-ce que ça ne l'est pas, etc. Mais en même temps, et c'est la dernière partie que je voudrais avoir le temps, c'est pour ça que je regarde encore un peu la montre, de développer, c'est une forme ça les aiguillonne, ça les pousse aussi, ces soignants, à mobiliser des ressources à la fois individuelles et collectives pour essayer d'inventer des formes de réponses qui soient adaptées pour le malade et qui les mettent moins à mal. Deuxième moment que je vous avais annoncé, c'était comment est-ce qu'on peut comprendre cette souffrance des soignants. Alors, on voit qu'ils font l'expérience de l'incertitude dans leur activité de soins. Ils font l'expérience des limites de leur compétence à soulager le patient et que ceci peut entraîner un vécu d'échec au regard de leur professionnalité, de leur représentation des soins palliatifs et de l'accompagnement. Je crois que ça a été aussi un tout petit peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire en soins palliatifs, il y a quand même quelque chose qui est largement partagé, qui est que le patient meurt apaisé, mais avec sa conscience et en relation. Quelque chose que l'on partage beaucoup, cette dimension-là. Ils sont confrontés à des dilemmes éthiques nombreux et font l'expérience d'un désaccord entre leurs valeurs et leurs actions. Si on veut faire une toute petite percée théorique, je pense que ces résultats, cette confrontation à l'incertitude telle qu'elle a été finalement mise en forme, telle qu'on l'a pu la saisir, implique peut-être qu'il existerait 3 formes de souffrance qui, évidemment, comme toute souffrance, est d'intensité variable selon le sujet singulier et les dimensions du contexte. Une souffrance au plan de la psychodynamique du fonctionnement psychique, c'est-à-dire ce que je vis, moi, en tant que sujet, il y a une souffrance psychologique certaine qui est liée aux émotions, à mes affects, c'est à l'anxiété que je vais ressentir et exprimer, etc. Mais il y aurait, je dirais, 2 éléments d'une souffrance que j'ai qualifiée au travail et que j'ai essayé de comprendre dans le cadre de cette discipline qui s'appelle la psychodynamique du travail. C'est d'une part quelque chose autour du déficit de la reconnaissance. La reconnaissance, ça se joue à travers des jugements, qui sont les jugements de ses collègues, de ses pairs, comme on dit, sur là, tu as fait un beau travail, tu as apporté quelque chose, toi, et avec nous, et ensemble, on a apporté quelque chose qui est original et qui a une vraie valeur à nos yeux. La notion du beau travail. Est-ce que la sédation profonde et continue en tant que telle peut susciter ce type de reconnaissance? Est-ce qu'il y aurait une belle sédation, quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait parler de la bonne décision, mais de la belle sédation, je ne sais pas. Est-ce que c'est un
une action, est-ce que c'est un acte qui peut avoir ces résonances-là? Or, la reconnaissance au travail est un des facteurs, je dirais, d'affirmation ou de continuation d'un accroissement de l'identité. Identité professionnelle et personnelle, je ne la différencie pas. D'accord ? Donc, il pourrait y avoir à travers ça une forme de déficit de reconnaissance par rapport à ces pratiques sédatives. Et puis, il y a une souffrance morale. On l'a vu, j'ai mis en avant quelques questionnements éthiques et puis surtout ce que les infirmières ont tenté de vraiment nous faire comprendre. C'est que, et cette souffrance morale, dans ce registre-là, on peut la conceptualiser comme une souffrance, la souffrance éthique. Alors je crois qu'on peut, oui ça va, je suis bien, hein. On peut lire ça. Alors c'est Christophe Dejour qui, dans Souffrance en France, il y a quelques années maintenant, presque 20 ans, avait conceptualisé ce terme de souffrance éthique, qui est en fait ce que je pourrais dire aussi qui est une sorte de souffrance morale pratique. C'est dans le travail que ça émerge. C'est pas une question existentielle propre à chacun, c'est quelque chose qui vient du terrain. Donc cette souffrance éthique désigne la souffrance qui résulte non pas d'un mal subi par le sujet, mais celle qui peut éprouver de commettre du fait de son travail des actes qu'il réprouve moralement. En d'autres termes, il se pourrait que faire le mal, c'est-à-dire infliger à autrui une souffrance indue, occasionne aussi une souffrance à celui qui le fait dans le cadre de son travail. Donc vous voyez que dans cette conceptualisation, cette définition met en avant le rôle actif du sujet souffrant dans la genèse de son propre malheur. C'est moi qui fais ma souffrance. Alors, pour l'infirmière qui pousse la seringue de midazolam mais qui se dit « mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle est souffrante de ce qu'elle accepte de faire au nom de la prescription, c'est-à-dire au nom de la raison instrumentale? Il faut que j'agisse, quoi. Question. Et il y a une autre définition quelques années proposée par une autre personne dans le cheminement sur la question, qui peut-être là va être plus concrètement appropriable par tout le monde, c'est le fait que ce qui fait souffrir dans le travail, c'est moi-même dans la situation. Ce sont mes propres actions. Ce que je fais et avec quoi je suis en désaccord, ce que je ne fais pas et souffre de ne pouvoir faire, mais aussi, et peut-être avant tout, ce que je fais sans savoir vraiment pourquoi je le fais et si je fais bien de le faire. Je crois que ça illustre complètement ce que cette infirmière a dit tout à l'heure, enfin, nous disait, et que j'avais repris tout à l'heure. Donc, pour l'infirmière qui, encore une fois, mettait en œuvre la sédation, quel était le rapport entre ses valeurs, c'est-à-dire ce qui compte pour elle, c'est-à-dire être bienfaisante, se sentir responsable de ses actes, c'est exprimé, et son activité. Peut-elle se reconnaître dans le résultat de son travail? Alors je voudrais aller un tout petit peu plus loin, et là c'est vraiment une hypothèse que je vous propose, dans l'élucidation de ce que j'avais nommé le hiatus entre la décision de sédater et la mise en œuvre de la sédation. Je voudrais faire l'hypothèse que ce hiatus, cette tension, pourrait être considéré sous l'angle de la limite, de l'efficacité de tous les processus de rationalisation des motifs de la décision de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, au moment de l'acte. C'est-à-dire quelque chose qui ne fonctionne plus. Je m'explique un peu plus. La rationalisation des motifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir logiquement organiser, définir, mettre en équation, si vous voulez, les motifs de la décision qui va nous renvoyer au cours de la délibération. Elle a une fonction qui est de pouvoir agir en définissant quelle est notre intention pour agir. Et elle a aussi une fonction qui est défensive parce qu'elle minimise les conflits qui surgissent entre les personnes, mais aussi entre soi et soi-même, c'est-à-dire des conflits intrapsychiques, des conflits très pratiques, des conflits éthiques. Donc, cette rationalisation, en accroissant le sentiment de maîtriser, elle permet
d'éviter la peur, l'anxiété, le mal-être moral. Mais de fait, elle pourrait aussi occulter de vrais motifs de la décision de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, puisque j'ai parlé de délibération, d'instance de délibération. Je prendrai cet élément-là, cette sédation-là, qui est en lien, donc les vrais motifs qui sont en lien avec la perception par les soignants de l'échec de ce qui donne sens à leur activité de soins, échec du soulagement du symptôme, du maintien de la conscience, du maintien de la relation et mise en péril des valeurs des soins palliatifs. Le vrai motif ne serait-il pas non conscientisé, évidemment, alors de tuer, entre guillemets, au plan symbolique, le patient, avec cette idée que je traduirai comme ça, le patient m'a repoussé dans mes retranchements jusqu'à l'impuissance à faire du bon travail tel que je le pratique et tel que je le conçois dans mon univers, dans mon unité de soins palliatifs. Et peut-être que il y a autant de violence et autant de questions au moment de la mise en œuvre de cette sédation pour les soignants, pour les soignantes, là, en l'occurrence, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, cette espèce de souhait inconscient ou de motif inconscient, puisqu'un souhait d'ailleurs, s'actualiserait dans la réalité même du moment, avec la peur réelle de le tuer. Voilà. C'est une hypothèse à travailler, peut-être à discuter, mais c'est aussi pour essayer de donner un peu d'épaisseur à cette notion de souffrance éthique, telle que peut-être on peut la formuler ou la formaliser à partir de ce que j'ai exposé précédemment. Donc je vais terminer, peut-être une dizaine de minutes, la dernière partie, qui est la tentative, enfin, ou même peut-être la nécessité pour les soignants de tenter d'euphémiser, de diminuer la souffrance au travail, et ceci par la mobilisation de leurs ressources et une véritable inventivité en équipe. Ce que je vous présente là, c'est aussi, ça va peut-être vous paraître absolument habituel, mais c'est aussi les résultats de la recherche. Ça n'est pas quelque chose qui est théorisé. En particulier, qu'est-ce qu'elles ont, pourquoi elles ont plaidé, c'est de chercher des alternatives, des alternatives ou de démontrer la pertinence du recours au midazolam et à la sédation. Et c'est une question débattue en équipe. On en parle en équipe en proposant des choses, ça peut même s'appliquer à l'entourage et du coup baisser l'anxiété chez le patient, ça peut même diminuer les antalgiques, les avant-soins, une approche sophro, enfin, il y a toute cette discussion. Est-ce qu'on peut trouver des alternatives médicamenteuses, non médicamenteuses, et est-ce qu'il est bien pertinent de pratiquer une sédation à ce moment-là? Débat en équipe, valorisation des temps de délibération. Avant, pendant, après. Avant, il faut un délai de compréhension du patient, d'évaluation, ça aussi, on l'a un petit peu entendu, on ne fait pas n'importe quoi d'emblée, c'est demande un temps de délibération, de réflexion collective. Pendant, il y a cette facilité de dire, le MIDA devra à peu près, le MIDA, vous voyez, cette espèce de banalisation du terme, le MIDA devra à peu près fonctionner, alors que finalement, on devrait pouvoir prendre le temps de se poser, de se dire, est-ce qu'on ne va pas plutôt faire telle ou telle chose? Et c'est au moment où on décide. Et puis après, a posteriori, pour reprendre ce qui avait motivé ça, on décortique à fond, en dehors des situations qui explosent, lorsque l'émotion est mieux contrôlée. Développement en équipe de savoir-faire de prudence. Alors, qui ont, dans différents registres, d'abord de faire attention à la prescription. Disait une infirmière, on fait bien la différence. C'est bien marqué insomnie, c'est pas simplement il dort pas, et donc c'est bien précisé dans la prescription, ce n'est pas comme un traitement pour dormir. Discernement dans le choix d'une technique d'injection. Alors, on fait un bolus, une seringue électrique, le pochon, qui dilue, et puis ça va plus doucement, etc. Enfin, voilà, toute une discussion autour de... On ne va pas se mettre dans des situations où, finalement, on ne va pas contrôler grand-chose.
L'observation du patient dans son contexte. Alors c'est intéressant hein, de dire il faut qu'on débat en équipe, on a des temps de délibération que l'on doit suivre, on a des savoir-faire de prudence et on observe le patient dans son contexte. Les patients ont besoin de s'approprier le personnel. Comme à chaque personne qui arrive, moi je compare ça à un bocal avec de l'eau et du sable qu'on a secoué. Il faut leur laisser le temps d'arriver, on ne peut pas tout de suite leur mettre du midazolam, on va attendre un petit peu. C'est-à-dire, la décision, elle est aussi le fruit de toute cette relation qui va se mettre en place et cette capacité à essayer de comprendre ce qui se passe pour le patient et qu'est-ce qu'il veut lui-même d'ailleurs. Donc, il y a cette recherche de recours à des alternatives thérapeutiques non médicamenteuses qui mobilisent l'ensemble des compétences professionnelles d'une équipe de soins palliatifs. Appui mutuel sur l'expérience d'autrui. Alors ça aussi, ça a été largement exprimé, hein. Moi, je sais que je m'appuie aussi sur la vision de ma collègue. Il me semble que je vais recourir à l'expérience de ma collègue. Le partage de l'expérience de l'autre, il me semble que c'est nécessaire. C'est ça que l'on appelle le travail en binôme. Donc, globalement, dans tout ce qui est produit ici, ce qui est inventé là, il y a un véritable souci des soignants d'éviter les dérives, d'éviter de dégainer trop vite, comme il et elle pouvaient le dire, le midazolam, et d'accroître collectivement le sentiment de mieux maîtriser en intégrant le rapport à l'incertitude dans la clinique. Je crois que ça, c'est un... On va peut-être en reparler tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a des règles qui vont se mettre en place, qui sont des règles tacites ou tout à fait formalisées, mais il y a des modes de faire, finalement, des équipes qui sont tout à fait spécifiques aux équipes, qui sont originaux et qui résultent de ces constructions collectives face à des situations qui font souffrance. Donc, ces règles-là, eh bien, c'était concrètement... ce que l'on voudrait, c'est essayer de faire, c'est de communiquer aux autres soignants ce qui serait bien. Si vous pouvez, il faudrait faire comme ça, la musique, s'asseoir, transmettre nos outils. Donc, travailler en binôme pour les soins de nursing, ne pas injecter seul le midazolam lors d'une sédation, en particulier profonde et continue maintenue jusqu'au décès, augmenter la qualité des transmissions orales, et faire des transmissions écrites précises et détaillées. Vous voyez, ça, ce sont des règles que l'équipe pouvait se donner. Parce que quand l'infirmière de nuit arrivait, eh bien, elle prenait le temps de lire les transmissions. Et de même qu'avec le relais du matin, il y avait quelque chose qui pourrait lui donner des éléments pour pouvoir continuer à prendre soin de ce patient-là ou ce patient-là. Alors, il y a des façons de se défendre. Donc, vous voyez, qui sont parfois très économiques, comme l'humour, par exemple. Et ça aussi, c'était des infirmières qui le disaient. Évidemment et heureusement, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Mais non, il était fragile, ce n'est pas toi qui l'as tué. » Et les petites phrases d'humour entre nous « Ah, pas d'accord, t'as vu, telle infirmière, tu l'as tuée. » Donc, vous voyez, cette espèce d'ironie un peu autour de cette... pour essayer finalement de faire en sorte que l'anxiété de la soignante soit un petit peu moins aiguë. Il y a des tas d'autres stratégies de défense collective qui évidemment se construisent. On a vu que la rationalisation, c'est-à-dire le fait d'avoir une pensée théorique, logique et théorisée de ce que l'on fait, permet de mettre la souffrance à distance. Et puis, il y a la solidarité, il y a le partage des compétences, mais il y a aussi une certaine occultation de la réalité de la sédation. Nous, on avait commencé notre recherche parce qu'on avait constaté qu'il y avait une utilisation assez massive du midazolam sans qu'il y ait la moindre indication de sédation. Donc, ça nous posait une véritable question. Pourquoi, quoi, hein, pourquoi est-ce qu'on... Et donc, ça peut être le fait de ne pas le dire. Hein, c'est une... Et puis, il peut y avoir aussi, et là, on va voir avec le docteur Claire Fourcade, c'est qu'il peut y avoir une sorte de nouvelle normativité qui va s'installer par rapport à ces questions. Une normativité liée au guide de bonne pratique, à tous les outils que l'on peut avoir, et qui, là aussi, probablement permettra
vous permet d'ores et déjà d'être moins malmené, trituré, bouleversé par les questions que l'on peut se poser, quoi. Mais ça reste de l'ordre du débat. Donc je voudrais conclure de cette façon. Donc la sédation profonde continue, maintenue jusqu'au décès, met en question la compétence soignante dans les 3 registres de l'incertitude, donc, que j'ai développés et qui portent évidemment sur l'action de soins. L'équipe pluridisciplinaire est la condition pour réduire cette incertitude, parce que le collectif soignant peut devenir le lieu d'élaboration et de concrétisation d'une compétence commune face à ça. Et d'autre part, cette compétence commune a faire avec l'incertitude par la configuration d'une clinique qui intègre les dilemmes éthiques. On sait qu'à partir du moment où on va agir, prendre une décision et agir, on n'aura pas la bonne solution. On aura une réponse et c'est se situer par rapport au fait qu'il y aura toujours une zone d'incertitude par rapport à est-ce que je fais bien, est-ce qu'on fait bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien. Ça, de toute façon, on ne pourra pas réduire ça totalement, et heureusement, parce que c'est quand même ce qui fait, je dirais, la qualité du travail et la motivation aussi, du travail. Donc là, ces pratiques sédatives, en particulier cette sédation profonde, provoquent une souffrance psychologique et éthique chez les soignants qui s'interrogent sur ce qu'ils font. Elle a pour terreau cette souffrance psychologique et éthique, surtout. C'est toujours en référence à la théorisation de 2 jours, un conflit de rationalité entre je dois agir, l'opératoire, j'ai des valeurs, qu'est-ce qu'il en est de la mise en œuvre de mes valeurs et des désaccords avec les valeurs que je porte ou que les collectifs portent, n'est-ce pas? C'est souvent les mêmes d'ailleurs. Et puis par rapport au pathique, c'est-à-dire à la souffrance. Il faut que je me protège moi aussi de cette souffrance. Donc dans les motifs que je vais configurer pour pouvoir agir à un moment donné, eh bien, il faut aussi prendre en compte des limites de tout un chacun à se confronter à ces situations qui véritablement mettent à mal, du fait de leur complexité et de ce sur quoi elles portent, conscience, mort, souffrance. Voilà, et ben voilà, j'ai fini. Donc...